Bonjour les amis. Une petite vidéo sur Rumi et le capitaine Haddock et la recherche du trésor. Alors ce rapprochement entre Rumi et le capitaine Haddock peut surprendre, mais il y a une histoire très proche chez les deux, enfin donc chez Rumi et chez Hergé, puisque le capitaine Haddock, c'est les aventures de Tintin dessinées par Hergé. Et je voudrais vous raconter ces deux petites histoires et puis ensuite en tirer une petite leçon. Alors d'abord, Rumi raconte une histoire dans son grand livre, le Matnawi, un conte qu'il n'a pas inventé, hein, on le retrouve dans différentes traditions, mais voici le conte. C'est l'histoire d'un homme qui vit à Damas et qui est très pauvre, très très pauvre, au point qu'il n'a plus de quoi se nourrir, il n'a plus d'argent, il est très mal habillé, il a des haillons. Sa maison, c'est une sorte de masure, une pauvre bâtisse. Alors on devine que jadis, cette maison a été bien entretenu et riche, mais maintenant c'est à peine une cabane, c'est quelque chose de très délabré. Et donc il est obligé de mendier, hein, cet homme est obligé de mendier son pain tous les jours de sa vie, donc c'est vraiment affreux, il n'est jamais sûr d'être vivant le lendemain. Et une nuit, il fait un rêve, il rêve, il rêve un rêve tellement fort que ça le réveille, il rêve qu'il existe dans une ville lointaine, en Égypte, au Caire, il existe en fait une maison. Donc il rêve qu'il marche dans les rues du Caire, qu'il arrive jusqu'à une maison. Il voit très bien la maison dans son rêve, elle a des volets bleus. Hein, et il entre dans cette maison, il va dans la cave, et là dans la cave, en creusant un peu, il trouve un trésor. Un trésor, mais gigantesque, qui fait de lui l'homme le plus riche de l'Orient, et même du monde. Et il se réveille en pleine nuit à cause de ce rêve très fort. Voilà. Et il pense que ce rêve, en fait, est un songe envoyé par Dieu et que c'est un message pour lui. Voilà, et que donc il doit immédiatement se rendre au Caire pour trouver de l'argent, donc pour trouver le trésor. Donc c'est ce qui se fait. Dès le lendemain, il s'arrange pour partir au Caire. Il va à pied, il n'a pas d'argent. Ça prend des mois et des mois. Alors il va au Caire, il essaie de trouver la rue de son rêve, il la trouve, il essaie de découvrir la maison de son rêve, il la voit, exactement la même, les maisons bleues, enfin les volets bleus, tout à fait la même maison. Alors, comme il est sûr qu'il y a un trésor la maison est inhabitée, hein, bon. Comme il est sûr qu'il y a un trésor dans la cave, il attend la nuit pour chercher le trésor, il ne veut pas qu'on le lui vole. Et donc la nuit, il entre dans la maison, il va dans la cave, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il fait plusieurs trous, il trouve rien, il creuse, il creuse, il creuse, il trouve rien du tout. Et puis les voisins entendent ce qui se passe dans la cave de la maison d'à côté, ils sont un peu inquiets, ils appellent la police arrive, une patrouille avec un officier, ils découvrent donc notre héros, enfin notre ami dans la cave, ils commencent à le taper, à le tabasser. Et alors on lui dit non, je suis pas un voleur, je suis pas un voleur, je suis pas un voleur. Et l'officier arrête de le taper, puis écoute son histoire. Et il raconte son histoire. Il dit voilà, j'habite Damas, j'ai rêvé que dans cette maison il y avait un trésor, mais j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, dit-il. Et l'officier se met à rire en disant mais en effet, t'es pas un voleur, t'es un fou. T'es un fou d'avoir cru tes rêves, parce que les rêves, ce sont des illusions. Et il lui dit, l'officier lui dit, tu vois, moi très souvent, je rêve d'une maison à Damas une maison, il décrit la maison, une maison dans laquelle il y a une cave et dans la cave, sous une caisse, il y a un trésor. Bon, mais tu vois, j'ai fait ce rêve, je suis jamais allé pour autant à Damas. Je ne prends pas mes rêves pour des réalités. Et là, en fait, notre homme, entendant l'officier, s'aperçoit que la maison du rêve de l'officier, c'est la sienne. Il la reconnaît, c'est exactement la même maison. Donc il baise la main de l'officier, donc qui le prend vraiment pour un fou, et il retourne chez lui à Damas. Ça prend encore des semaines, des semaines. Il arrive chez lui à Damas, dans sa maison, sa pauvre masure. Il va dans la cave où il n'est pas allé depuis très longtemps. Il soulève une boîte très lourde et sous la boîte, il trouve en effet un trésor. Un trésor extraordinaire qui est en fait le trésor de sa famille, parce que sa famille jadis était très riche. Et donc le voilà le plus riche de Damas déjà, et puis de tout l'Orient. Voilà. Alors, elle est intéressante cette histoire parce qu'évidemment, vous l'avez compris, il s'agit de nous, il s'agit de notre histoire. Hein. On a un trésor chez soi et on va le chercher très loin, euh, très très loin, pas forcément en Égypte, mais quoique, mais dans les pays lointains. On va en Inde, par exemple, à Bénarès, à Varanasi, donc, ou à Rishikesh ou à Tiruvannamalai, chercher ce trésor. Et en fait, ce trésor, il est chez nous depuis toujours. Voilà. Il suffisait d'entrer dans la cave et de regarder.
Alors, quel rapport entre Rumi et Capitaine Haddock? Eh ben, il y a la même histoire, figurez-vous, ou à peu près, dans les 2 tomes de Hergé, dans les 2 tomes des Aventures de Tintin, Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge. Quand j'étais petit, j'adorais, c'était mes 2 préférés, j'adorais vraiment ça, parce que je trouvais ça formidable, cette histoire de trésor. De quoi s'agit-il? Bah, je la fais vite, hein, parce que vous connaissez sûrement l'album. Donc, dans Le secret de la licorne, Tintin découvre 3 parchemins qui lui indiquent qu'il y a un trésor, le trésor de Rackham le Rouge. Rackham le Rouge est un pirate des Caraïbes qui a amassé une fortune immense à travers ses brigandages. Et ce trésor a à voir avec le capitaine Haddock parce qu'en fait, ce serait un aïeux, un lointain ancêtre du capitaine Haddock qui aurait volé ce trésor à Rackham le Rouge. Et donc ils sont très excités et ils sont persuadés que ce trésor se trouve dans l'épave du bateau de Rackham le Rouge, quelque part dans les Caraïbes. Donc ça c'est le début du trésor de Rackham le Rouge. Ils font le voyage jusqu'au Caraïbes, ils louent un bateau, ils font un voyage jusqu'aux Caraïbes, ils plongent, ils trouvent l'épave, ils cherchent dans l'épave, mais ils ne trouvent rien, ils ne trouvent pas de trésor. Et puis ensuite ils creusent dans une île qui est à côté de l'épave, ils ne trouvent pas de trésor non plus, et puis finalement ils abandonnent parce que voilà, le trésor n'est pas là. Et puis capitaine Haddock un peu d'argent et il achète le château de ses ancêtres, le château de Moulinsart, le château donc qu'habitait il y a très longtemps le capitaine Haddock, le château de sa famille. Et capitaine Haddock et Tintin descendent dans la cave, la grande cave du château, et là ils tombent sur en fait un globe terrestre. Ils appuient sur l'île où ils ont été, sur le globe terrestre, et puis le globe s'ouvre et ils trouvent ce trésor. Je vais vous mettre une photo là du trésor. Et donc le trésor était depuis toujours dans la maison de famille. C'est un peu la même histoire, vous voyez. Capitaine Haddock et Tintin sont allés très loin chercher le trésor, et en fait ce trésor était dans la maison, dans la maison familiale, comme notre homme avec Rumi. Donc j'adore ces histoires en fait de quête de trésors. C'est tellement profond et c'est présent dans beaucoup de traditions. Et ce qui est intéressant, c'est que ce trésor que nous allons chercher au loin, nous l'avons chez nous, nous l'avons à la maison. Alors évidemment, ce trésor n'est pas un trésor de pierres précieuses, de diamants, d'argent et d'or, mais c'est bien mieux que ça, puisque c'est le trésor qui nous donne tout ce que nous voulons vraiment, c'est-à-dire la joie, la liberté, l'amour et bien d'autres choses encore. Ce trésor qu'on appelle, selon les traditions, le royaume des cieux, la nature de Bouddha, Atman Brahman, Dieu, pourquoi pas. Voilà. Donc ce trésor, nous l'avons au centre. Vous voyez, par exemple, Rumi écrit dans le Madnaoui, « Dans le monde entier, le trésor caché, c'est nous. » Dans le monde entier, le trésor caché, c'est nous. Celui qui possède les biens éternels, c'est nous. Vous voyez, voilà. Donc, nous sommes allés très loin chercher ce trésor, il était à la maison. Alors, si je vous disais que vous aviez un trésor chez vous, je vous dis d'ailleurs, vous avez un trésor chez vous, alors vous allez me demander, très bien José, mais comment je fais pour le trouver? Il faut que tu me le décrives, sinon je ne vais pas le trouver. Hein? Donc, je vous le décris, je vous donne quelques caractéristiques du trésor. Il est sans couleur, sans forme, il est sans limite, il est éveillé, il est sans âge éternel, immuable. Immuable, ne change jamais. Donc, il est sans couleur, sans forme, sans couleur, sans limite, éveillé, immuable, sans âge. On peut rajouter qu'il est vide, qu'il est plein, aussi plein du monde. Ouais. Voilà. Et ce trésor, ces qualités, si vous voulez, du trésor, ces qualités qui décrivent l'absolu en général dans les textes. Et donc ce trésor, je vous l'ai décrit, et maintenant il faut le trouver. Il faut trouver ce trésor. Où est-il? Souvenons-nous, il est à la maison, il est chez nous. Où chez soi? Là, vous êtes peut-être chez vous, donc je vous demande de chercher ce trésor. Où est-il? Alors pour chercher ce trésor, je vous propose de faire un exercice suivant avec le doigt qui pointe. On va pointer dans la pièce des objets en espérant trouver le trésor, et peut-être qu'à un moment donné, on mettra le doigt dessus.
Donc, on commence par pointer un objet qui est devant vous. Hein. Faites comme moi, allez-y, pointez. On cherche vraiment le trésor. Donc, pointez un objet, n'importe lequel. Moi, je pointe là un miroir. Bon. Eh bien, cet objet, il a une forme, hein, forcément. Quel que soit l'objet que vous pointez, il a une forme. Il a une limite. Il a une couleur ou des couleurs. Il a un âge. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherche. Parce que je rappelle qu'on cherche quelque chose qui n'a pas de limite, pas de forme, pas de couleur. On pointe un autre objet dans la pièce. Moi, je pointe là un fauteuil. Donc là encore, dans la direction du doigt, vous pointez un objet qui a une forme, une limite, un âge. Par exemple, là, le fauteuil, il a à peu près au moins 100 ans. Donc un âge et des couleurs. Voilà. Forme, limite, âge et couleur. OK. Pointez maintenant vers le sol. Hein, on n'a pas trouvé le trésor pour l'instant. Pointez vers le sol. Donc là, vous avez encore un objet, un parquet, une moquette ou un tapis. Moi, c'est un tapis. Donc c'est un objet, ça a une forme rectangulaire pour le tapis, c'est coloré, ça a un âge, bon. Ça a un âge, c'est coloré, ça délimite. Ok. Maintenant, pointez votre pied. Bon, là encore, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas le trésor qu'on cherche, parce que là, on a quelque chose qui est limité, petit donc, limité, qui a une forme d'un pied, qui a des couleurs aussi, hein, et un âge, l'âge du corps, vous le connaissez. Pointez votre cuisse, c'est pareil, hein, c'est encore un. C'est pas le trésor qu'on cherche, c'est un objet. Ça a une limite, ça a une forme, ça a une couleur, etc. Pointez vers votre ventre, vous mettez le doigt à peu près 20 cm. Donc là encore, dans la direction du doigt, ce n'est pas le trésor qu'on cherche. Hein. On a quelque chose de limité, qui a des couleurs, qui a des formes. Pointez vers votre poitrine. Donc vous avez le doigt, qui est aussi un objet d'ailleurs, qui pointe vers la poitrine. Bon, ça, ce n'est pas l'objet qu'on cherche, ce n'est pas le trésor si précieux qu'on cherche, parce que ça a encore, dans la direction du doigt, une couleur, une forme, une limite, un âge. OK. Maintenant, avec la plus grande attention, je vous demande de pointer vers ce à partir de quoi vous regardez. Là où d'habitude vous placez une tête, là où d'habitude vous placez un moi, un observateur. Et je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que vous voyez dans la direction du doigt? Est-ce que vous voyez une couleur? Sans la mémoire, est-ce que vous pouvez dire si c'est rose, noir, blanc? Est-ce que ce n'est pas au contraire sans couleur, transparent? Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a une limite? Tout à l'heure, les objets étaient bien limités. Est-ce que c'est le cas là? Est-ce que vous pointez vers quelque chose de limité? Au contraire, d'illimité. Est-ce que vous pointez dans la direction de quelque chose qui a une forme? Est-ce que c'est triangulaire, carré, ou est-ce que c'est au contraire sans forme? Sans la mémoire, toujours, hein, sans la mémoire et sans l'imagination, est-ce que vous pouvez dire un âge? Est-ce que vous pouvez donner un âge à ce que vous pointez là? Quel âge? Est-ce que ce n'est pas au contraire un espace sans forme, sans limite et sans âge, sans couleur aussi? Donc dans la direction du doigt, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé en fait le trésor qu'on cherche? Parce que dans la direction du doigt, est-ce qu'on peut dire que vous pointez vers un espace sans forme, sans couleur, sans limite, sans âge, éveillé, hein, c'est éveillé en tant qu'espace, éveillé, et puis c'est vide, et puis c'est plein du monde. Parce que si vous pointez avec l'autre index vers le monde, vers les objets que vous aviez pointés tout à l'heure, qui sont encore là, vous voyez que la vision se donne ainsi. Vous avez le monde des formes et des couleurs qui est vu à partir d'un espace sans forme et transparent. Oui. Donc je suggère que le trésor dont parlaient allégoriquement Rumi et Hergé, et dont parlent aussi les textes spirituels, ce trésor est exactement dans la direction de ce doigt qui pointe vers l'espace au-dessus de vos épaules. Et si vous baissez vos deux doigts maintenant, vous constatez que vous n'avez pas besoin de cet outil pédagogique pour prendre conscience de cet espace que vous êtes, de ce trésor que vous êtes. Parce que là, en ce moment, vous ne regardez pas le monde à partir d'une tête et d'un petit moi caché derrière les yeux, mais vous regardez le monde à partir d'un espace transparent, sans limite et sans forme, sans âge, un espace éveillé, rempli du monde, en fait, qui accueille le monde. Oui. Et ce trésor, je vous l'ai dit, on peut l'appeler le royaume des cieux, on peut l'appeler vacuité, comme dans le bouddhisme, shunyata, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler nature de Bouddha, on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler être. Et donc le trésor est juste ici, au cœur de nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes. C'est là notre maison, en fait. C'est là notre véritable demeure, mais qui est vaste et qui n'a pas de mur, qui est complètement ouverte. On n'est pas enfermé dans une tête, en fait, pas du tout. On est grand ouvert. Et donc cette idée voilà, qu'on est parti chercher un trésor et qu'on est revenu, c'est finalement c'est toute la voie spirituelle.
Et c'est très important de se mettre à la recherche du trésor. C'est très important de ressentir qu'on a perdu quelque chose. Parce que cette nostalgie, hein, du trésor, c'est ce qui nous met en route vers la découverte vraiment de notre vraie nature. Donc heureux les hommes et les femmes qui ont cette nostalgie profonde que ce qu'on leur a raconté sur eux, eh bien, ne dit pas toute l'histoire, que nous ne sommes pas limités à cette individualité, qu'il y a quelque chose en nous de plus vaste, de plus large, de plus mystérieux aussi, et d'infiniment plus précieux que ce qu'on croit être. Donc c'est le chemin d'une vie, voilà. Parce que pourquoi c'est un départ et un retour? Parce que quand on était enfant, on était avec ce trésor, on était dans cet espace ouvert. On était ça encore. Les enfants, ils sont merveilleux parce qu'ils ne sont pas encore identifiés aux petits personnages. Ils ont la capacité de jouir encore du trésor. C'est pour ça qu'ils sont si spontanés, si libres, souvent si joyeux. Et puis après, on s'est identifié aux personnages. Voilà, on est parti en exil, loin de nos bases, carrément à côté de nos pompes, on peut dire. Et puis à un moment donné, apparaît la nostalgie d'une perte, comme si on ressentait qu'on était loin, qu'on avait perdu quelque chose de précieux, en fait, qu'on était loin de la source. Et puis, quand cette nostalgie se fait ressentir, eh bien, on cherche des moyens pour revenir. Et les moyens pour revenir, c'est ce qu'on appelle les voies spirituelles. Et une des voies spirituelles la plus directe, la plus rapide, sinon la plus rapide, la plus directe, c'est ce que je vous ai présenté, c'est la voie sans tête, la vision sans tête de Douglas Harding, ce philosophe anglais du XXe siècle. Parce que là, vous voyez, il a suffi de faire ce geste, hein, et vous découvrez que vous ne regardez pas le monde à partir d'une tête, mais à partir d'un vaste espace transparent. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut rentrer chez soi vraiment rapidement. Et tant mieux, hein. Voilà, donc Rumi et Capitaine Haddock, unis dans la recherche du trésor, qui est juste ici. Voilà les amis, à bientôt.